Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je reprends avec la voix cassée la série Expression de ma vérité. Et comme pour chaque épisode de cette série, j'explique mon titre, Expression de ma vérité, car je suis intimement convaincue qu'il existe autant de manières d'exercer sa médiumnité qu'il existe de personnes ayant développé ces capacités-là de médiumnité. Donc j'insiste sur le fait que le point de regard que je développe ici m'est singulier. Peut-être que certains peuvent se retrouver dedans, mais c'est pas du tout une obligation. Mais je creuse un petit peu ma dynamique personnelle de manière à pouvoir aussi partager mon point de regard, et ça sera peut-être intéressant pour certains parmi vous. Alors, l'une des questions qui est revenue quand même assez souvent, c'était de savoir si la médiumnité, c'était de l'acquis ou de l'inné. Alors, je pense très sincèrement que les deux existent. En ce qui me concerne, je dirais que c'est de l'inné révélé par l'acquis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien compliqué comme réponse. Mais pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir eu comme un espace de révélation de ma médiumnité. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu accès à des informations auxquelles je n'avais pas du tout accès avant. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais. C'est-à-dire que cette prise de conscience de ce monde invisible s'est révélée pour moi soudainement. Donc j'ai eu l'impression que je passais vraiment d'un état à l'autre. Avec le recul, ça fait plus de 10 ans maintenant, mon regard et ma compréhension de ce moment de révélation s'est un petit peu transformé, et je vais t'emmener dans ma réflexion là-dessus. Quand je vis ce moment de révélation, je suis dans un moment particulièrement complexe de ma vie, où j'ai plusieurs de mes zones d'ancrage traditionnelles, donc professionnel, familial, amoureux, qui bug en fait. Il y a comme des gros grains de sable dans les rouages, et il y a tout qui bug, et je ne comprends rien à ce qui m'arrive. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai une perte de sens totale de mon métier, de mon quotidien, de mes liens d'attachement. Il n'y a plus rien qui n'a de sens pour moi. Je ne me retrouve nulle part en fait. Et j'ai surtout peu de motifs de satisfaction de ma vie. Et je suis même traversée par des événements sur le plan de la santé qui me font craindre en fait pour ma survie concrète quoi en fait, pour ma vie. Je suis en danger en fait. Je suis en danger de mort très clairement. Tous ces paramètres, évidemment, viennent complètement au-delà d'une déstabilisation. Ça me met en kit. Ça me déconstruit complètement. Je vis, ça dure peut-être 6 mois. Je vis ce semestre-là dans une forme de désespoir le plus profond, où la seule chose finalement qui me rattache à un élan de vie, ce sont mes enfants. Mes enfants qui deviennent comme des piliers, bien malgré eux et bien malgré moi, au fait que je reste en vie. Parce que c'est le sens des responsabilités qui parle en moi aussi à ce moment-là, et qui me dit que je me dois d'être présente pour eux, d'être attentive à eux et d'être vivante en fait pour eux. Mais ça te donne une idée du désespoir de ce moment. Ça me serre d'ailleurs un petit peu la gorge encore lorsque j'en parle. Et au milieu de cette nuit-là, parce que pour moi c'est une nuit sans lune, hein, certains utilisent l'expression de nuit noire de l'âme. Et moi je pense que je le fais, je la vis à ce moment-là sans même avoir conscience de ce que je vis. Mais je me sens dans une impasse. Et j'ai pas beaucoup de perspectives en fait devant moi pour pouvoir agir sur certains leviers quoi.
Et c'est à ce moment-là, finalement, où il y a un décès parmi mes proches qui intervient presque comme un point d'orgue. Et dans la douleur amenée, en fait, par ce deuil, je sens une forme de révélation en moi et je vis des choses que l'on va qualifier de surnaturelles, en tout cas que moi je vais qualifier de surnaturelles dans un premier temps. J'ai des sensations particulières, on me touche le pied, j'entends des messages, et au fur et à mesure des jours qui passent, il se passe de plus en plus de choses particulière. Alors au début, j'ai très peur quand même. J'ai très peur de basculer dans une forme de folie parce que j'ai en même temps conscience très pragmatiquement que je vis un moment très particulier de mon existence. Et je sais que dans certains moments comme ça particulièrement exigeants, pour certaines personnes, il opère un basculement psychique. Et la première crainte qui me traverse, c'est celle-ci. Donc je ne perds pas forcément de temps en fait pour en parler. Je m'en ouvre à 2 personnes, à 3 personnes plus exactement. Je commence par en parler à une amie qui est ostéopathe et dont je sais qu'elle a quand même pas mal de connaissances sur ce sujet. Donc elle commence à me donner quelques pistes de réflexion. Et j'en parle ensuite à un couple d'amis où ils sont tous les 2 pédopsychiatres pour interroger du coup la dimension de santé psychique éventuellement que je présente. Et en fait, c'est assez clair la réponse que me fait le copain, le pédopsychiatre est assez claire. Il me dit: Virginie, quand tu es traversée par ces révélations, par ces moments-là, est-ce que c'est douloureux ? Et je dis non, mais pas du tout en fait, ça n'a absolument rien de douloureux. Au contraire, c'est comme si j'ouvrais des fenêtres et que ça me donnait un air plus frais. C'est comme si tout d'un coup j'allumais la lumière quelque part et je sentais une vraie légèreté dans ma poitrine qui me portait à ce moment-là et qui contrastait énormément avec les semaines et les mois que je venais de passer en amont. Comme quelque chose qui me permettait de mieux respirer, de me sentir plus légère, de me sentir plus confiante, d'avoir plus de perspectives positives de la vie. Comme si, quelque part, les indications que je recevais, même si au début je ne les comprenais pas très bien, me permettaient de passer à travers un voile et de mettre du sens, en fait, sur certaines des difficultés que je rencontrais. Donc pendant très longtemps, pendant assez longtemps, pour être plus exact, j'ai vraiment pensé que ça avait été tout d'un coup quelque chose qui, avait débarqué comme ça dans ma vie et que ça n'avait jamais été présent avant. Et puis au fur et à mesure du temps, alors là c'est toute la partie de l'acquis, parce que pour pouvoir me servir d'un outil, moi il faut que je comprenne son fonctionnement. Je ne fais pas l'impasse sur la lecture du mode d'emploi, il me fallait comprendre comment ça fonctionnait et jusqu'à quel point en fait je pouvais m'appuyer sur ce que je recevais comme ça comme information, jusqu'à quel point je pouvais m'appuyer, jusqu'à quel point je pouvais aussi quelque part apprivoiser ça pour que ça reste efficace et que ça ne devienne pas envahissant, parce que sur les premiers temps ça pouvait se révéler envahissant, notamment dans certains contextes. Et plus particulièrement, du coup, quand j'étais dans des lieux où il y avait de très fortes mémoires, où là, vraiment, ce que je recevais médiumniquement pouvait prendre le pas sur mon état émotionnel et venir énormément me troubler sur le plan émotionnel, jusqu'à ne pas pouvoir rester à certains endroits parce que quand les énergies étaient plutôt basses, finalement, c'est comme si ça m'engluait un petit peu. Donc ça fait partie des questions fondamentales que je me suis posées, c'est comment ça marche. Et dans le comment ça marche, évidemment, j'ai commencé à étudier. Et c'est là que je dirais que de quelque chose qui, entre guillemets, pour ressembler à de l'inné, devient progressivement de l'acquis,
parce que la conceptualisation de la médiumnité, voir sur quel point des neurosciences je peux me raccrocher aussi, pour expliquer en fait tout ce fonctionnement, m'a semblé à un moment donné indispensable, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis lancée comme ça dans une étude très très régulière de tous les sujets un peu ésotériques, pour pouvoir comprendre au maximum finalement comment ça fonctionnait. Donc j'avais cette idée là que c'était sorti comme un petit serpentin sort d'un bocal, là, poum, comme ça, mais que je n'avais jamais été concernée par ça auparavant. Et puis au fur et à mesure des années, il y a des souvenirs qui me sont revenus. Des souvenirs parfois très anciens, qui remontaient à mon enfance. Avec, je me souviens notamment du jour du décès d'une de mes arrière-grand-mères, où j'ai vu cette arrière-grand-mère passer devant moi, plutôt haut dans le ciel. Je me rappelle avoir dit à ma mère que je l'avais vue passer, et ma mère avait compris que c'était certainement une imagination en fait qui était en train de s'exprimer ici. Je me souviens de moments qui ressemblent un peu à des voyages astraux, d'aller me retrouver, toujours dans l'enfance, d'aller me retrouver en projection mentale, en fait, ailleurs, dans un autre endroit, où du coup, j'avais accès à des informations que je n'aurais pas dû, sur un plan très rationnel, connaître, et dont je me resservais au grand étonnement des adultes après, qui pensaient du coup que j'avais espionné, surveillé, etc., menti, bref, non, il n'était absolument pas question de tout ça. J'ai des souvenirs aussi qui sont remontés de rêves prémonitoires, avec voilà, des informations plutôt anecdotiques, mais en même temps très, très, très marquantes. Adolescente, je me rappelle avoir rêvé qu'un camarade de classe se cassait la cheville. C'était pendant un week-end où j'étais chez mes grands-parents. Et le lundi, j'arrive en classe et je vois ce même garçon arriver avec des béquilles et la cheville cassée. Donc, ça fait partie des souvenirs qui me sont revenus progressivement, et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, non, j'étais peut-être sur quelque chose qui était inné, mais qui avait été refoulé pour diverses raisons. Et puis, plus j'en parle autour de moi, plus j'observe, je me rends compte que pour beaucoup de personnes, c'est de l'inné tout le temps et du refoulé, en fait, bien souvent. Et en fait, qu'est-ce qui nous induit ce refoulement-là, un refoulement inconscient ? Déjà, dans un premier temps, notre éducation. C'est même pas une question de savoir si le milieu familial est ouvert ou pas à ce genre de choses. C'est parfois juste aussi le simple contexte de l'école, où on t'amène à t'engager en fait dans une voie hyper normative, avec un fonctionnement d'intégration, parfois au forceps, de connaissances, et une restitution, sauf dans certaines matières, et puis certains professeurs sont honorablement remarquables en fait grâce à ça, mais on ne fait pas forcément appel à ton intelligence ni à tes capacités de raisonnement en fait. On te demande de restituer des raisonnements, de restituer des connaissances et d'adopter certaines méthodologies. Et en fait, c'est assez enfermant, parce que je vais prendre un exemple bateau, mais par exemple sur l'histoire, on t'enseigne une part de l'histoire qui est toujours en lien avec le territoire sur lequel tu te trouves. Il est évident que quand les étudiants russes ou américains abordent la question de la Seconde Guerre mondiale, il est évident que ce n'est pas abordé de la même manière d'un endroit à l'autre. Et tout ceci, en fait, ça procède par des fermetures du canal d'enseignement que l'on reçoit, qui vient comme couper finalement d'autres possibilités. Et or, la médiumnité, c'est l'ouverture d'un champ de possibilités hyper large. Et moi, c'est le premier effet que ça m'a provoqué finalement. C'est une ouverture des champs des possibles. C'est-à-dire que là où
quelques mois auparavant, moi, je me sentais dans une impasse existentielle, sans sortie de secours, où je me suis dit, mais c'est pas possible que je vais passer le restant de mes jours comme ça. Non, parce que c'était vraiment désespérant, quoi. Eh bien, la médiumnité m'a montré qu'en fait, non, j'avais beaucoup plus de choix que ce que je pensais avoir. J'avais beaucoup plus de ressources que ce que je pensais avoir. Et du coup, j'avais beaucoup plus d'opportunités de faire ce que je voulais de ma vie que ce que je pensais pouvoir en faire. Donc c'est là aussi où tu retrouves en fait tous les mécanismes qui sont propres à l'éducation et à l'enseignement, où on veut, je mets le on entre guillemets et le veut entre guillemets aussi, mais absolument te faire tenir une route, te faire tenir un cadre, une direction qui n'est pas nécessairement celle qui est en train d'exprimer ton âme en fait. D'où un certain nombre d'inconforts de vie et parfois pire que ça encore, qui peuvent survenir en fait pour tout un chacun. Bon, du coup, inné ou acquis, la frontière est minime. Classiquement, dans tout ce que j'ai pu étudier, on explique que jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, le canal de la médiumnité est ouvert chez les enfants. Alors évidemment, il est ouvert très très grand quand on est très 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 petit. Et puis plus on se rapproche de 7 ans, plus il a tendance à se fermer. Mais c'est ici, je crois qu'on pourrait dire quand même que c'est inné pour tout le monde. Après, comment on fait au-delà des 7 ans ? Est-ce qu'on ferme, on cloisonne durablement les choses et on finit par oublier qu'on avait accès à ces informations-là, comme moi j'ai fait finalement ? Ou est-ce que l'on garde une part d'ouverture, à minima, le temps d'intégrer les enseignements utiles dans la société, et puis surtout cette structuration dont on a tous besoin, qui nous permet d'évoluer avec pragmatisme dans un environnement bien concret, parce qu'il faut le prendre en compte quand même. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que cette faculté est innée chez chacun d'entre nous, étant donné que dans la petite enfance, on en fait, on est connecté de manière très naturelle. Et pour cause, de toute façon, on a besoin d'être connecté à nos parents, à ceux qui nous nourrissent, parce que si on n'arrive pas à rentrer en communication avec nos éducateurs, si nous sommes dans un environnement qui n'est pas hyper bienveillant, on peut toujours attendre le biberon ou le changement de position ou le changement de vêtements, de linge. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, et pour moi, la médiumnité fait partie de notre attribution d'éléments de survie, en fait, de nos outils de survie. Et on s'en sert dès qu'on est bébé pour adopter et comprendre en fait les codes du clan dans lequel nous venons au monde, de manière à pouvoir finalement survivre, quoi. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, évidemment, c'est pas simple, mais ça me semble être une hypothèse, en tout cas intéressante, et c'est moi celle que je retiens de mon côté. Alors, question sous-jacente à cette question, est-ce que c'est de l'acquis ou est-ce que c'est de l'inné ? Parce que forcément, il y a une question sous-jacente, ça veut dire, est-ce que j'ai la capacité de développer cette posture-là ? Oui, en fait, bien entendu. Bien entendu. Alors, comme plein de sujets, finalement, il y en a chez qui ça va aller très vite, il y en a chez qui ça va être un peu plus laborieux. Ça, c'est comme pour la course à pied ou je ne sais quoi d'autre. À partir du moment où on s'est engrammé et qu'on a des prédispositions, nécessairement, ça va plus vite que si on a juste le package de départ sur les options d'accélération potentielle. Ça se voit, ça, dans les cartes du ciel astrologiques, si on a des capacités médiumniques. Mais c'est pas parce qu'on a des capacités médiumniques sur le plan astrologique qu'on est forcément médium. Donc attention à ça. On s'enflamme pas, en fait. On s'enflamme pas parce que
il y a un chemin de légitimité autour de tout ça, qui quand même est important aussi à vivre, et qui fait partie, je dirais, de cette quête d'alignement. Bon, chez moi, le chemin de légitimité a visiblement été particulièrement long, parce que j'observe chez certains autour de moi que c'est beaucoup plus rapide pour eux que ça ne l'a été pour moi, mais après, chacun son rythme. Mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec cette recherche de légitimité, les syndromes de l'imposteur, etc., jusqu'à me sentir beaucoup plus à l'aise avec ça. Mais tout dépend aussi de nos contextes de vie, des endroits dans lesquels on évolue. Enfin, je crois que tout ceci participe beaucoup à nos errances personnelles sur justement le fait de se sentir à l'aise avec ses capacités, cet outil qu'est la médiumnité. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour développer la médiumnité ou pour se remettre en contact avec ce qui était présent dans la toute petite enfance? Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant à mettre en place, c'est l'observation de soi en fait. Dans un premier temps, observation de soi et connaissance de soi. Pour éviter tout ce qui va être les biais interprétatifs qui ne sont pas adaptés avec les situations. Je croise encore très régulièrement des gens qui sont effrayés par la médiumnité, qui ne veulent pas savoir, qui ont l'impression qu'ils vont être en connaissance de choses, qui vont les dévaster. En fait, non, il n'y a pas de notion de bon ou de pas bon, en fait. Il y a des notions qui sont émises dans le visible ou dans l'invisible. Mais ça ne donne pas la qualité des informations. Une information, c'est une information. Évidemment, certaines informations ont une résonance émotionnelle pour nous. Mais le grand job, en fait, de la canalisation médiumnique, c'est l'apprentissage de sa gestion émotionnelle. Et de savoir parce que de la gestion émotionnelle dépend notre qualité d'interprétation. Si je suis dans un mood pas très haut, si je suis en train de me traîner un petit blues, etc., potentiellement, mes informations médiumniques que je vais recevoir peuvent accentuer ce mood bluesy comme ça. Si au contraire je suis hyper enthousiaste, je peux avoir toutes les informations négatives du monde. Ça peut ne rien me faire en fait sur le plan émotionnel. Je traite juste ce qui me vient comme une information, comme un 2 plus 2 égale 4. De manière hyper pragmatique. Donc ici, il s'est passé ça. Dans cette famille, il s'est passé ça. Et je ne cherche pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai juste l'information brute. Si je cherche à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, je vais mettre en place tout un système de jugement qui va m'emmener dans des interprétations qui vont surtout coller à mon vécu et pas forcément être le reflet de ce qui anime vraiment les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de la prudence. Et c'est là où il y a de l'acquis à développer, en fait, où il y a une vraie posture à regarder et à développer. Dans un premier temps, moi je vais te le dire franchement, ce qui m'a le plus aidé pour aller donner canalisation à toutes ces informations, c'est les accords Toltec. Parce que les accords Toltec t'engagent, en fait, t'accompagnent sur l'idée de regarder les choses sans jugement, sans supposition, juste t'orienter sur le fait que tu vas faire de ton mieux et en prenant en considération le fait que ton mieux n'est pas toujours au taquet, quoi. Et que si t'es malade et que t'as 42 fièvre, évidemment, ton mieux est moins haut que si t'es en pleine forme le matin au réveil, quoi. Ça semble évident, mais dans la société dans laquelle nous vivons, on a cette exigence de rendement et d'utilité qui nous fait souvent partir sur des échelles trop hautes de ce que peut être notre mieux, des exigences qui ne sont pas adaptées finalement à nos conditions humaines. La parole impeccable aussi, au-delà de la parole impeccable, au-delà de ça, c'est la pensée aussi impeccable. Faire attention à ne pas partir dans des ruminations mentales, savoir se gérer sur ce plan-là. Regarder à un moment donné nos propres raisonnements qui tournent en rond là, comme des pertes énergétiques et avoir la sagesse et l'accroche nécessaire pour se dire attends, je coupe court en fait à ce qui est en train de se passer là dans mon espace intérieur qui ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. La rumination mentale ne me sert à rien.
Et rien qu'avec la puissance de cette pensée-là, on peut se remettre en phase d'un fonctionnement cérébral et mental qui se trouve à notre service. Bon, il y a des tas de petites astuces comme ça qui sont utiles et importantes. Et puis aussi, surtout quelque chose, c'est que la médiumnité, les informations médiumniques ne sont pas... alors, c'est pas les informations qui ne sont pas toujours exactes, mais c'est l'interprétation que l'on en fait qui n'est pas toujours exacte. J'en ai parlé dans un précédent épisode de cette série, mais les signes et les synchronicités, par exemple, on a tendance à se dire ah, mais oui, mais ça veut dire quelque chose. Non, parfois, ça veut juste dire que ça t'occupe à l'intérieur de toi. Si je mets fin à une relation amoureuse et que j'ai un peu de blues... que cette relation était très intense et que du coup j'avais ce sentiment fort d'être connecté à l'autre comme ça. Et si dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai le prénom qui ressort, la date de naissance qui ressort, des musiques partagées ensemble qui ressortent, je suis tentée de me dire attends, c'est que l'histoire n'est pas finie. En fait, non. C'est parfois juste en train de me dire attends, tu es encore habité par cette histoire. Tu es encore en prise avec ce que tu as vécu avec cette personne. Et il y a peut-être un sas de digestion à encore regarder par rapport à ça. Ça ne veut pas dire rappelle-le ou il va te rappeler ou quoi que ce soit d'autre. De la même manière, quand on est en train de poser des choix, si on a le choix par exemple entre 2 boulots et puis que de tout d'un coup on a le nom d'une des 2 entreprises qui intervient partout dans nos vies, c'est pas nécessairement là pour nous dire vas-y c'est ce choix-là qui est le bon. C'est là peut-être pour nous dire que c'est ce choix-là dont on a envie. Mais c'est pas parce qu'on en a envie que c'est le plus prospère non plus. Donc ça participe à nous montrer finalement ce qui nous occupe, ce qui nous anime à l'intérieur. Mais l'interprétation qu'on peut en faire n'est pas nécessairement une interprétation engageante ou décourageante. Là, il y a de la mesure ici. Et les informations médiumniques, c'est exactement la même chose. C'est des informations qui sont données à plat. Et l'un des grands exercices, finalement, de la médiumnité, c'est d'aller proposer la lecture de cette information-là, sans jugement, sans question de c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Bon, sauf parfois, il y a des choses qui sont évidentes. Mais à brûle-pourpoint, c'est comme ça. L'un des pièges aussi, c'est l'envie d'avoir raison ou la peur de se tromper. Évidemment, on se trompe pas dans l'information, mais on se trompe dans l'interprétation. Moi, je me suis retrouvée sur des connexions médiumniques à répétition avec quelques personnes, avec toujours les mêmes images, sans comprendre les images, sans que ça ne parle non plus à la cliente qui était en face de moi. Et ça insistait, sans que ça ne fasse sens, ni pour elle, ni pour moi. La sagesse, à un moment donné, c'est d'arrêter de chercher le sens et de s'en remettre à la confiance. Tout le monde finira par comprendre. Et de fait, c'est ce qui s'est passé sur ces moments très marquants. Un an et demi plus tard, je recevais un message qui me disait tiens, ça y est, j'ai compris. Regarde, il s'agit de ça, ça, ça. Et c'était de ça dont il était question. Mais avant de pouvoir accéder à la sagesse qui dit bon écoute là j'en reste là parce que je ne vois pas de quoi il est question, je te transmets juste les informations que je reçois, si ça te parle tant mieux, mais là je suis embutée, je ne comprends pas de quoi il est question. Avant d'en arriver à cette sagesse là, personnellement je me suis quand même bien pris la tête pour essayer de décortiquer un certain nombre d'informations pour lesquelles, en fait, les brebis, dès qu'elles me voient, c'est fou, parce qu'elles ont mangé et tout, mais elles sont au taquet, quoi. Donc je me suis pris la tête bien souvent pour essayer de décortiquer des informations, mais je n'avais pas accès au sens, en fait. J'avais accès qu'à l'information et pas au sens profond de ce que ça pouvait symboliser pour la personne en face de moi. Et la personne en face de moi n'avait pas non plus accès à ce moment-là au sens profond. Donc oui, parfois il y a des erreurs de la même manière. Je me suis vue dire à un certain moment à des clientes « tout va bien se passer ». Le « tout va bien se passer » que moi je disais n'avait pas du tout cette résonance-là pour elles. Le « tout va bien se passer », par exemple, ça pouvait être
il n'y a pas de rupture. Alors que moi, dans le tout va bien se passer, c'était, il y a une rupture, mais finalement, elle est bénéfique pour toi, quoi. Donc, de temps en temps, voilà, on peut se retrouver dans des interprétations un peu, un peu ambiguës, un peu ambivalentes. C'est parfois difficile de bien se faire comprendre. On peut aussi, selon ce que nous sommes en train de vivre, réagir fortement aux informations que l'on reçoit quand elles ressemblent, par exemple, à des contextes que nous-mêmes nous vivons. Enfin, pardon, je dis nous, mais je devrais dire je. Toutes mes excuses, c'est un défaut d'expression. Mais oui, je peux réagir de manière émotionnelle à certaines informations que je reçois, ce qui évidemment me pose des questions. Donc, mon job est ici de revenir à un état émotionnel neutre pour pouvoir utiliser le meilleur vocabulaire pour la cliente qui est en face de moi et pas aller teinter mon propos de ma propre émotion. Donc c'est pour ça que je dis que dans tout le boulot de la médiumnité, le travail de gestion émotionnelle est hyper important. Vraiment très très important. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est quand même comprendre un peu, moi je trouve, comment ça se passe. Quels sont nos outils cérébraux purs et durs qui sont sollicités ici. Comprendre les différents types de médiumnité. Faire la différence entre ce qui fait partie des inductions analytiques et parfois avec une rapidité supersonique qui viennent aussi encadrer en fait cette médiumnité plus volatile, quoi, comme on parle d'intuition localisée et non localisée, le parfum qui vient d'ailleurs et puis le micro-signe, le micro-geste, le micro-comportement, le tout petit mot glissé dans 2 phrases qui nous ouvre en fait tout d'un coup un champ de compréhension globale du pourquoi de la question de la personne à ce moment-là. Et ce que ça demande du coup comme présence à l'autre, comme qualité de présence à l'autre. Et le truc, c'est qu'on a quand même du mal à être en qualité de présence à l'autre quand on n'est pas en qualité de présence à soi. Donc ça implique un certain nombre d'observations, en tout cas en ce qui me concerne, un certain nombre de recommandations d'hygiène de vie. Déjà dans un premier temps, j'ai besoin quand même de passer pas mal de temps seule pour faire mes points personnels. J'ai besoin de passer quand même pas mal de temps dans la nature. Pas mal de temps dans la nature, ça ne veut pas dire que j'y passe des heures et des heures et des heures. Mon rythme de travail ne me le permet pas non plus, mais dans la mesure du possible, j'essaye d'y aller, d'aller sous les arbres et dans la forêt au moins 2-3 fois par jour, si c'est même 10 minutes à chaque fois, même s'il pleut, même si, je sais que d'aller dans les profondeurs de la nature, d'aller me connecter comme ça à cette sauvagerie de la vie qui néanmoins répond à des codes. C'est pas si sauvage que ça qu'on pourrait le penser, mais ça me permet d'être épurée, rassérénée, reconnectée finalement à tout ce qui est plus grand que moi. Et ça calme, en tout cas moi c'est l'effet que ça me fait, ça calme les vibrations de l'ego, qui sont toujours, comme pour tout le monde je crois, en train de vouloir gérer, contrôler, anticiper, etc. Ce qui ne veut pas dire que je ne gère pas, que je ne contrôle pas, que je n'anticipe pas. Mais je m'arrange pour que ça se fasse dans la mesure du possible dans des espaces qui sont des espaces qui soient le plus OK. Et justement en observation avec ces dynamiques des accords Toltec à chaque instant. Donc il y a tout un chemin en fait dans cette question de la médiumnité. Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis ? Et j'ai bien conscience qu'à travers ce que je viens de te dire ici, je ne réponds pas à la question, même si, pour moi, il me semble qu'on a tous cet accès, et il me semble que ça fait partie des singularités de chaque être humain. De temps en temps, l'accès, on le récupère facilement, de temps en temps, ça nous demande un peu plus de boulot. Parfois, ça peut survenir, comme moi je l'ai vécu, comme un bouchon de champagne qui saute tout d'un coup, et une forme de reconnexion un peu sauvage finalement à ces ressources-là. Et puis parfois, c'est au fil de l'eau, poco à poco, et petit à petit, on se rend compte qu'on voit d'autres choses. En revanche,
ce contact avec ma médiumnité, cette reprise de contact avec ma médiumnité m'a littéralement changé la vie. Ça a complètement changé mon regard sur les choses, mon regard sur la vie. Et comme je te disais il y a un instant, notamment sur l'ouverture des possibles. Sans ça, j'ai pas de reconversion professionnelle. Sans ça, je ne quitte pas mes précédents modèles de vie. Sans ça, je ne sais pas aller chercher l'audace en moi pour créer mon propre métier, pour aller me frotter à des savoir-faire que je ne maîtrise pas. Là, je pense plutôt côté artisanal parce que je vais passer de cadre de santé sur un poste assez exigeant sur la dynamique de gestion qualité des risques à artisane d'un côté et en première intention sur la réalisation de cuir de poisson et puis après sur la réfection de vieux vêtements. Mais c'est quelque chose de complètement incongru quelque part quand on observe les choses de loin sans savoir où sont passées mes étapes intérieures. Et ça me fait souvent penser à la carte du tarot, le mat, l'arcane sans nombre. Contrairement à l'arcane sans nom, c'est l'arcane sans nombre. Parce que le mat, quand on le voit évoluer, en fait, la majorité des gens qui le regardent se disent « mais il est complètement fou, lui. Où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais en fait, le mat, il sait où il va et il sait ce qu'il fait. Et de temps en temps, je me dis que je suis un peu comme le mat. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, les choses peuvent paraître un peu perchées, un peu insensées. Mais moi, je sais pertinemment où je vais, où sont mes objectifs et à quoi j'œuvre en fait dans la vie et ce à quoi j'ai envie que ma vie ressemble. Et la médiumnité m'a permis d'éclaircir mon propre chemin avant toute chose, de me comprendre beaucoup mieux, même si, comme pour beaucoup d'entre nous, dans cet éclaircissement du chemin, forcément, de temps en temps, on va sur l'exploration de zones d'ombre, on se rend compte qu'on est comme ci, comme ça. Ça fait pas toujours plaisir de se dire « ah mais mince, en fait, moi je suis comme ça ». Ça c'est Queen, qui est pas là souvent dans les podcasts. Ça va ma belle ? C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais oui, happy birthday ma Queen. Oui, ça fait pas toujours plaisir de se rendre compte, voilà, qu'on a ce travers-là, ce défaut-là, mais bon, ça nous donne l'occasion de bosser dessus, puis surtout en le prenant en considération, on connaît nos biais en fait. Comme on est en capacité, quand on regarde un reportage à la télé, de se dire attends, là il y a un biais d'interprétation. Je me souviens très bien quand il y a eu les gros incendies en l'été 2022 de mémoire, je crois que c'est 2022, ouais. Quand il y a eu les gros incendies dans ma région, donc je regardais un peu les reportages télé pour savoir un peu où s'en tenaient les choses. Eh bien, en fait, il y avait quelque chose qui était assez surprenant, c'est que sur les vues du ciel, la voix off était posée par-dessus les bruits des hélicoptères, ce qui rajoutait vraiment des sentiments d'angoisse particuliers. Et même quand c'était des vues prises par drone, ce qui quand même s'identifie aussi assez bien, il y avait ce copier-coller de son par hélico. Et franchement, le son des hélicoptères, ça nous renvoie quand même à des tas d'imageries un peu guerrières. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Quand j'ai interrogé les enfants, ils m'ont dit aussi que ça faisait le même effet. Là, quand on voit quelque chose comme ça et qu'on a la pertinence ou la capacité analytique à se dire « attends, là, on me rajoute une couche d'angoisse avec ce rendu sonore », je le sors en fait de mon champ, je le regarde, je l'analyse, je l'isole en fait pour pas m'en rajouter une couche. Enfin, un incendie, c'est déjà suffisamment angoissant quand c'est aux portes de chez toi, pour pas aller t'en rajouter une couche avec des effets sonores qui viennent te faire plonger encore un cran de plus dans le stress, quoi. Bon, voilà, tu l'isoles, ce bruit, et tu reprends l'information à plat, en fait, comme elle vient. Voilà, quand on a des défauts, quand on a des gros travers, c'est pareil, on essaie dans la mesure du possible, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, d'isoler ce bruit-là,
pour me concentrer uniquement sur ce qui vient vers moi et pas aller me saisir d'une interprétation qui serait du coup envahie par quelque chose qui m'est par trop personnel, quoi. Voilà ce que je pouvais te dire sur l'inné et l'acquis. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit, comme d'habitude, mais je t'embrasse bien fort.